bienvenue à ce talk. Alors pour tout vous dire, aujourd'hui, je devais passer la journée au parc Astérix avec ma famille. Et finalement, j'ai décidé de renoncer à cette journée pleine de montagnes russes et de magie gauloise pour venir vous partager un sujet qui me passionne encore plus que les aventures de nos héros moustachus. Aujourd'hui, on va vous parler Continuous Delivery. On vient vous partager comment on a réussi à déclencher une démarche d'amélioration du pipeline de Continuous Delivery à la SACEM. Alors préparez-vous à un voyage à travers nos défis, nos réussites, nos leçons apprises. On vous promet qu'il n'y aura pas de potion magique pour tout résoudre, mais bien notre retour sincère et peut-être même des idées qui, nous l'espérons, vous inspireront. Alors tout d'abord, un grand merci à tous les partenaires qui ont permis l'organisation de cet événement. Et parce que je ne pourrais pas parler de Transfo DSI sans les évoquer, un spécial big up pour Akoba. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous présente ceux qui partagent cette aventure avec moi. Comme vous pouvez le constater, j'ai renoncé au parc Astérix, mais j'ai quand même mes héros moustachus. Alors Benjamin Carvalho, interne DSI SACEM. Il y a un truc qui est tombé. Donc à la fois PO et Scrum Master de l'équipe de produits applications mobiles à la SACEM, qui est aussi un membre très actif de notre équipe de Transfo. Et nos coachs, Jean-Louis Rigaud et Laurent Dussault, qui nous accompagnent tous les deux plus particulièrement sur le Continuous Delivery. Alors du coup, on va vous raconter un an de focus Continuous Delivery à la SACEM. Alors on va vous faire ça en plusieurs étapes. On va essayer de vous donner un petit peu de contexte pour savoir pourquoi on en est venu à parler Continuous Delivery ici. La première phase de ce voyage, c'est sous forme d'état des lieux, comment on a décidé de démarrer une aventure, savoir d'où on allait partir et où est-ce qu'on avait envie d'aller. Ensuite, comment on a mis une DSI entière en mouvement, quels ont été les premiers pas vers l'amélioration des Continuous Delivery, comment on a fait vivre ce sujet pendant un an, et on finira sur où on en est arrivé aujourd'hui. Et sur chacune de ces étapes, on essaiera de vous présenter les différentes activités et ateliers qu'on a proposés aux équipes, tout ce qu'on a mis comme organisation autour et comme moyen autour. Et Rex oblige, on essaiera de vous présenter ce qui a marché, mais aussi ce qui a moins bien marché, nos déceptions, voire nos échecs. Du coup, on commence par le commencement, contexte. C'est quoi la SACEM et pourquoi on en est venu à arriver à parler de Continuous Delivery? Benjamin, c'est quoi donc la SACEM? Rapidement, qu'est-ce que la SACEM? La SACEM, tout simplement, c'est la société d'auteurs et compositeurs et éditeurs de musique. C'est une société à but non lucratif. Nous avons 3 missions. La première, c'est, vous devez tous la connaître, c'est collecter et répartir les droits d'auteur. La deuxième, c'est défendre et protéger nos membres. On a à peu près 200 000 sociétaires. Et la troisième, c'est promouvoir la création, qu'elle soit musicale ou aussi humoristique. En quelques chiffres, en 2023, on a réparti 1,2 milliard d'euros. Sur notre DSI comporte 350 personnes et on a engagé une transformation depuis 3 ans d'agilité à l'échelle. Et en parallèle, la SACEM aussi se réorganise et sous le nom SACEM 3.0. Je me rends compte que j'ai oublié de me présenter. Donc Jenna Amilien, responsable du pilotage de la transformation DSI à la SACEM. Alors comment tout ça a-t-il démarré ? Dans ce contexte global de transfo, la DSI a décidé de transformer un peu ses manières de travailler avec les différentes directions partenaires. Elle s'est fixé un nouvel objectif, faire mieux, plus vite, et tout ça en optimisant les coûts, bien sûr. Donc c'est plutôt une mission atypique, je pense que les objectifs vont vous parler. Ils n'en sont pas pour autant moins ambitieux. On voulait accélérer notre delivery, produire de la valeur au plus tôt dans la chaîne, produire aussi des livrables de meilleure qualité, retenir et attirer les talents, et finalement, globalement, monter collectivement en compétence sur des activités un peu plus à l'état de l'art du marché. Donc, previously dans la transfo, tout démarre en juillet 2021 où Paul Cohen-Scali lance l'initiative d'une transformation qui démarre par un audit qu'on a construit sur la base des compétences telles qu'elles sont exprimées dans Accelerate, qui aujourd'hui donne Dora, et on y reviendra un tout petit peu. Bilan de cet audit, l'urgence de ce qui doit être adressé dans l'organisation de la SACEM est établie. Donc une fois qu'on a le sentiment d'urgence, étape 2 du changement selon Cotter, la création d'une coalition. Donc cette coalition qui à la SACEM s'appellera Ringo, il fallait un nouveau moustachu pour Jenna, on fera tous ensemble un bilan de ces moustachus.
On est venu vous en parler il y a 2 ans. Et donc, je vous mets la référence de ce talk il y a 2 ans. Et je vous résume juste. C'est une équipe d'internes, donc pilotée par Jenna, mise en place pour piloter la transformation et établir le nouveau cadre de travail de la SACEM. Donc, au bout de 2 ans de définition et de déploiement, on arrive à quoi? On arrive à un cadre de travail fortement inspiré de Safe, où on a démarré 5 trains, dont un train IT pour IT, notre train plateforme. Et on a vu une réorg pour mettre tout cela en place, où les ops qui étaient cantonnés à un service de production, qui ont été ventilés dans les équipes dites métiers. Et depuis, que se passe-t-il? Les douleurs qu'il y avait sur la clarté des backlogs, la visibilité, la synchronisation, tout ça, c'est plutôt satisfaisant. On est aligné sur le quoi, sur ce qui a de la valeur, et il était temps d'adresser le comment. Yes, comme le dit Laurent, fin 2022, on a terminé notre premier chapitre de la transformation. Donc en gros, tout ce qui rentre dans le pipeline est structuré. Et on fait quand même le constat qu'il reste des défis à prendre, à lancer. Et en gros, avec cette restructuration, les équipes, on s'aperçoit que les nouvelles équipes, avec cette restructuration production, études, elles maîtrisent peu leur pipeline. En plus, on a un legacy qui est assez énorme. Et le You Build It, You Run It, ça a du mal à prendre forme. Et en plus, comme toute transformation, on a un système, on a le dos rond, une résistance au changement, et donc on a le constat, il faut faire quelque chose. D'ailleurs, Jenna, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, on a eu une discussion, je te parlais de mes retours de beaucoup de développeurs qui me disaient, effectivement, nous, la transformation, on l'a vu dans Jira, on a toujours les mêmes problèmes, on n'arrive pas à innover, on n'arrive pas à résoudre la dette technique, et ça ne change pas trop notre façon de travailler. Et tu m'avais répondu vraiment quelque chose de très intéressant. Ouais, effectivement, je me souviens très bien de cette discussion. À ce moment-là, je n'ai pas été vraiment surprise parce que, comme on l'a expliqué, on a cadencé la DSI sur un rythme trimestriel. On maîtrise beaucoup mieux ce qui rentre dans le pipeline et pour autant, on n'a pas changé notre manière de délivrer. Et donc, leur ressenti il est tout à fait légitime à ce stade, surtout en tant que développeur. Et c'est l'objet de notre chapitre 2, accélérer le delivery. Et donc, on fixe une nouvelle ambition. On veut donner le cap, préciser la cible qu'on souhaite atteindre. On veut aussi générer une prise de conscience, à la fois auprès du management, auprès des équipes, de la nécessité de faire différemment, tout simplement. Et donc, on se met vraiment dans une optique de déclencher une démarche d'accélération du pipeline de continuous delivery, mais qui dure dans le temps. Viser la Lune. Je ne chanterai pas, parce qu'il faut payer les droits à la SACEM, tout ça. Bon, du coup, l'envie du changement est là. Et avant de tracer l'itinéraire de ce changement, on va faire une première étape d'état des lieux pour savoir d'où on part et en profiter pour expliquer quel cap on veut donner au Continuous Delivery à la SACEM. Donc on vient de faire ce constat. Maintenant, il faut mettre la DSI en mouvement. Et pour mettre une DSI en mouvement, on a besoin de se fixer ce cap. On a besoin de savoir où on va, c'est quoi notre destination. Et on a besoin aussi de savoir d'où on part. Donc on a organisé un grand atelier avec toutes les équipes de la SACEM et on a recherché à avoir tous les leaders techniques, tous les tech leads des différentes équipes de la SACEM, afin à la fois de les sensibiliser à toutes les pratiques autour du CD Pipeline et en même temps à leur permettre de faire un état des lieux de leurs pratiques actuelles, de leur pipeline CI/CD pour savoir d'où ils partaient. Et c'est ça qui a vraiment permis de lancer, de créer ce mouvement au sein de la DSI et de créer cette prise de conscience dont on parlait. Alors tout ça, on a réussi à l'organiser et on est vraiment persuadé que c'est parce qu'on avait le soutien fort de notre DSI. Il est convaincu par la démarche et il nous donne les moyens de réunir toutes ces personnes, d'organiser les différents ateliers. Ça nous permet aussi de mettre à disposition des coachs techniques qui vont pouvoir accompagner, sensibiliser les personnes sur toutes les pratiques qu'on souhaite mettre en œuvre et puis aussi accompagner les personnes dans l'exercice de l'atelier. Quelques peut-être difficultés aussi qu'on a rencontrées. Justement, malgré tous ces moyens, on a rencontré quelques difficultés. La première, c'était tout simplement de trouver les bonnes personnes à inviter. Alors, il faut imaginer, à cette époque, on a restructuré la DSI. Comme je disais tout à l'heure, la partie études fusionne avec la partie métier, la partie études avec la partie prod par rapport aux applicatifs.
Et donc, il faut trouver les personnes. En plus de ça, on a eu un accueil plutôt mitigé. On va dire 3 grandes catégories de personnes. Les sachants qui vont se mettre en retrait. Pourquoi on m'appelle? Moi, je connais déjà mon travail et pourquoi on va travailler là-dessus. Des personnes qui vont complètement découvrir ce qu'est le CI/CD. Et un peu plus positivement, on va avoir les sachants qui, eux, vont prendre une posture de coaching et qui vont aider les autres à avancer et à définir justement leur pipeline. Donc, du coup, maintenant, on va zoomer un petit peu ce premier atelier. Et la première étape de cet atelier, c'était d'essayer de sensibiliser à le cap, où est-ce qu'on veut aller. On est revenu à la définition du pipeline de continuous delivery de SAFe, divisé en 4 temps. Depuis l'exploration continue, où on va parler de l'exploration du besoin, du contact avec le business. On va parler de design du SI, donc d'architecture, et de priorisation des besoins. Ensuite, on bascule sur le deuxième cadran d'intégration continue. On va parler de création de code collective, production d'un livrable, test de ce livrable. La partie déploiement continu, on va parler vraiment de l'action de toucher à sa production, à quelle fréquence, en prenant quel risque, c'est-à-dire comment je mesure comment va ma production, comment je réagis en cas d'incident. Et dernier élément, la livraison à la demande, où on va décorréler l'acte de changer sa production à l'activation de fonctionnalités. Et un élément important dans ce point, même si on ne va pas tous les zoomer, d'être capable de mesurer la valeur réelle apportée par mes fonctionnalités en production. Donc comme vous le voyez, ou pas du tout d'ailleurs, sur ce slide, ça amène énormément de mindset et de pratique. Ça va du Lean Startup au DevOps en passant par le BDD, le TDD. L'idée de présenter ces 4 slides pendant presque 1 heure aux équipes, ce n'était pas qu'ils aient une connaissance parfaite et une capacité à appliquer tout ça directement, c'était de comprendre que le pipeline, c'est bien de bout en bout et qu'il y a énormément d'axes d'amélioration possibles pour fluidifier son pipeline. Et que la partie CI/CD, intégration, déploiement, c'est qu'une partie de l'histoire, même si c'est là-dessus qu'on a commencé à les faire travailler. Pour le coup, maintenant, on sait où on va aller, on a notre destination. Mais pour démarrer ce voyage, on a aussi besoin de savoir d'où on part. Donc on a mis en place un template qui a permis à l'ensemble des équipes de cartographier leur pipeline de CI/CD, donc la deuxième et la troisième partie de tous les thèmes autour du CD pipeline SAFe. Donc c'est un template qui était commun à toutes les équipes et ça leur a permis de se poser des questions sur chacune des étapes, à la fois sur la manière dont ils construisaient le logiciel, la manière dont ils développaient sur leur propre environnement de dev, mais aussi sur le packaging, sur la qualité de ce qu'ils livraient, et sur la manière dont ils déployaient finalement le pipeline de delivery existant. Ce format, il a permis de formaliser plus d'une quarantaine de pipelines. Ça a été un très bon outil aussi pour les équipes parce que finalement on avait des équipes où on avait à la fois une équipe de dev et de prod qui étaient séparées et finalement on avait des équipes qui n'étaient pas responsables de leur run et on s'est rendu compte que beaucoup d'équipes finalement ne connaissaient pas tant que ça leur pipeline. Donc pour certaines équipes ça a été aussi l'occasion de découvrir comment fonctionnait leur pipeline. Et par la suite cet outil on a continué de l'utiliser sur la mise en place de pratiques. Ça a été un peu un fil rouge, ça nous permettait de suivre les chantiers d'amélioration continue et aussi de continuer de se fixer un cap. Alors du coup, on sait d'où on part, on a une vague idée du cap d'où on veut aller. Maintenant, comment on a fait pour mettre toute la DSI en mouvement en très peu de temps ? Alors, si je vous refais un peu la big picture, à ce moment-là, on a des équipes, un management qui ne sont pas forcément convaincus qu'il faut changer quelque chose. Et on a aussi une maturité vraiment, en termes de continuous delivery, très hétérogène au sein de la DSI. Comment créer un électrochoc ? Comment faire réaliser aux équipes qu'il est temps de s'améliorer ? Et tout ça en prenant en compte la maturité de chacun. Alors bingo, l'équipe de Transfo, elle a une idée pour mettre toute la DSI en mouvement. Et on décide de mettre autour de la table toutes les équipes et le management d'un train sur une journée dédiée au continuous delivery. Cet exercice-là, on va le faire avec l'ensemble des trains, donc à l'échelle de toute notre DSI. Cette journée, elle est découpée en 2 temps. La matinée, elle va être consacrée à la mesure de maturité continuous delivery des équipes. Et l'après-midi, elles vont prendre connaissance de leurs résultats et travailler sur des chantiers à prioriser avec leur management, des chantiers d'amélioration continuous delivery. La journée, elle se clôture avec une restitution
général des équipes et même l'affichage des engagements dans Jira. Donc c'est du concret. Pour ça, on pouvait continuer de compter sur le sponsorship de notre DSI, de Paul. Paul a fixé une ambition qui était forte, et en même temps, il a donné des moyens. Dans ces moyens, il y avait notamment le fait d'avoir des coachs techniques qui étaient là en support des équipes et qui ont permis d'accompagner la montée en compétences sur la mise en place des nouvelles pratiques. On s'est aussi outillé. On a mis en place un outil qui nous a permis de mesurer la maturité de chaque équipe. Ça permet de savoir d'où on part, de voir quelles sont les étapes qui vont arriver et de se fixer aussi un cap, toujours. Et on a aussi créé un glossaire de pratiques parce qu'on s'est rendu compte que toutes ces nouvelles pratiques, c'était des choses qu'on ne connaissait pas. Ça amenait tout un jargon nouveau, des nouveaux termes. On avait aussi des pratiques où on devait embarquer nos métiers. Et donc, il était nécessaire de parler un même langage et d'avoir au moins quelque chose auquel on pouvait se rattraper quand on avait besoin de parler de ces différentes pratiques. Et enfin, on a travaillé aussi, on a revu complètement le catalogue de formations qu'on avait au sein de la DSI pour avoir des formations qui soient vraiment en lien avec les pratiques qu'on était en train de mettre en œuvre. Et ce n'est pas une typo, c'est bien un moyen qu'on a mis à disposition, mais qui est quand même qu'un demi-succès, pour rester positif, même si on a travaillé en synergie avec les RH pour que ça soit vraiment affiché au catalogue et que ça soit disponible très rapidement. Ce catalogue, il est consommé comme dans beaucoup d'entreprises. Les gens doivent demander leur formation pour l'année prochaine lors de leur entretien de fin d'année et ils vont avoir une formation l'année prochaine. Donc on avait mis beaucoup d'espoir dans ce catalogue de formation et en fait, il a été consommé à un rythme en tout cas qui n'était pas satisfaisant pour nous. Ouais, et vous imaginez bien qu'un atelier comme ça, c'est pas forcément simple à organiser. 300 personnes sur 6 ateliers, on ne peut pas plaire à tout le monde. En gros, si demain vous décidez de déployer ce mécanisme, attendez-vous à des retours comme chez nous on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait? Notre métier travaille de manière trimestrielle, pourquoi on irait plus vite? Et puis sinon aussi, vous nous montrez des belles méthodologies qui sont génériques, mais chez nous c'est spécifique, ça ne s'appliquera jamais chez nous. Donc on a vraiment eu un accueil mitigé. Côté management aussi, on a eu en gros deux grandes catégories. Le management qui va se mettre en retrait et qui va laisser faire sans blocage particulier, mais qui ne croit pas trop, on va dire ça comme ça. Et puis par contre, il y en a eu d'autres, un peu moins, qui sont vraiment rentrés dans l'atelier, qui ont aidé leurs équipes, qui ont aidé à définir leurs objectifs et qui ont vraiment pris ça comme une manière de l'idée et d'avancer. Alors pourquoi on prend le temps de zoomer sur cet atelier? C'est parce qu'on pense vraiment que cette journée, ça a été l'élément déclencheur de toute cette démarche d'amélioration. Cette journée, on vous l'a dit, elle est découpée en 2 temps. Le matin consacré, la matinée consacrée à la mesure de la maturité. Et cette matinée, elle débute avec une vidéo de notre sponsor, de notre DSI, Paul, qui fixe des objectifs ambitieux. Il fixe ses objectifs sur la base des Forky Metrics ou des Dora Metrics, pour ceux qui connaissent. Et dans cette vidéo, il explique également qu'il est en ce moment même, auprès de la direction générale, en train de négocier du budget pour adresser ce sujet de continuous delivery. Et ça fonctionne. On est en capacité de dédier 30% de la CAF de nos équipes à la gestion de la dette et justement à cette démarche de continuous delivery. Donc on a un soutien, des objectifs ambitieux et des moyens pour les atteindre. Donc là, on a une ambition qui est forte, on a des moyens, on a du budget. Maintenant, on a besoin de savoir où on est en termes de maturité. Donc pour ça, on s'est appuyé sur un assessment avec un ensemble de questions sur l'ensemble des thèmes et sous-thèmes du CD Pipeline. Donc au départ, on était parti à refaire notre propre formulaire, mais on s'est rendu compte que il y avait déjà des formulaires qui existaient qui permettaient de le faire, et notamment on s'est appuyé sur l'assessment DevOps qui est proposé par Safe et qui reprend les différents axes. Ça a permis aux équipes, en se posant des questions, de voir à la fois où elles se situaient, mais aussi de voir quel était le chemin qui restait à parcourir pour passer à l'étape suivante au niveau d'après, et même de voir quelle était l'ambition finalement maximale dans laquelle ils pouvaient aller. Donc c'est 4 thèmes, 4 sous-thèmes, on avait 16 questions, et sur ces 16 questions, on avait 5 niveaux de maturité, donc on se retrouve à avoir 80 réponses possibles.
Le tout expliqué par les coachs. Donc vous imaginez, ça fait pas mal d'explications à donner, et c'était un peu rock'n'roll. Juste rapidement, du coup, sur la facilitation, hein, expliquer et demander à des équipes de s'assesser sur un nouveau vocabulaire qu'on prend le temps de leur expliquer, mais nous, on les a dispatchés dans 10 salles différentes pour qu'ils puissent débattre de la réponse. Donc on a beau avoir des mécanismes de conférence qui marchent plutôt bien, 80 personnes dans le micro, c'est ingérable. Donc juste petit tips hein, pour que les salles puissent nous faire signe de débat en cours ici, où on est OK pour passer à la question suivante. Panneau rouge, débat en cours, panneau vert, on est prêt, on se synchronise pour écouter les explications et des questions et des réponses de la question suivante. Du coup, assessment relativement long, on passe 2 heures à faire cet assessment, pause déj, on s'aère et on revient et on leur propose de regarder les résultats de leur assessment équipe par équipe. Résultat, pour représenter le pipeline, on leur refait un tuyau pour représenter ce pipeline et on va retrouver en guise de goulet d'étranglement sur ce tuyau les pratiques en tout cas et où les équipes sont le moins à l'aise. Et du coup, on propose aux équipes d'adopter une stratégie qui est propre au flux en fait, hein, de se dire que des axes d'amélioration, vous en avez peut-être vous voyez des choses faciles à faire, mais il faut faire des choses là où ça a du sens. Et là où ça a du sens pour votre process au global, c'est là où votre goulet d'étranglement est le moins large. Donc commencez par chercher des solutions ici, c'est celles qui auront le plus de valeur. On les accompagne sur l'après-midi pour aider à trouver les premières solutions et leurs premières ambitions. Et à la fin de la journée, un petit peu comme un PI planning, chaque équipe a des engagements et ils ont fait une plénière pour exposer leurs engagements vis-à-vis de leurs pairs et vis-à-vis de leur management. Ouais. Résultat de la journée, c'est une réelle réussite. En gros, toutes les équipes ont joué le jeu, elles ont travaillé sur à peu près 2 ou 3 features chacune. Pardon. Plus que ça, c'est une opportunité pour elles de faire les chantiers qu'elles avaient toujours à l'esprit, mais qu'elles n'avaient jamais pu engager. Par exemple, tout ce qui était de la dette, tout ce qui était de l'amélioration continue autour du CI pipeline. Grâce à ça, les chantiers sont identifiés de tous, pas que de l'équipe, mais aussi du management. Elles sont aussi priorisées et financées. Et donc, elles vont directement rentrer dans le vif du sujet et elles engagent ça dès le PI planning prochain, donc sur le trimestre. En gros, la machine est en route. Du coup, voilà, on a lancé un premier mouvement. Chacun prend une ou 2 actions pour le trimestre. Et comment on fait maintenant pour faire tenir ce mouvement et faire en sorte que ça soit bien le premier pas d'une aventure et pas juste un simple sursaut? Ouais, comme je le disais, la machine est en route. Les équipes commencent à progresser sur leur continuous delivery. Les premiers REX ont lieu. Sur le premier semestre, on dénombre 7 REX. Ce n'est pas tout à fait encore dans la culture SACEM de faire cet exercice. En gros, les équipes, qu'est-ce qu'elles ont? C'est qu'elles ont peur, par pudeur, d'afficher leur succès. Mais ça reste un succès, ça reste une réussite de faire ces REX. Il y a du public, et en plus de ça, ça permet de créer une vitrine qui va permettre aux autres équipes d'être encouragées à aller plus loin et à lancer des sujets comme les sujets qu'elles ont pu voir juste avant. Alors parmi les moyens que nous mettons en œuvre là, justement pour que ça dure dans le temps, il y a un pilotage de ma part, plus particulièrement sur ce sujet-là. Je fais un point finalement tous les trimestres avec chacun des trains pour faire le bilan de ce qui s'est passé sur le trimestre passé et fixer ensemble les objectifs sur le trimestre à venir. On vous a parlé de 30%, c'était pour vraiment engager les premiers chantiers sur le trimestre passé. Et là, on travaille à dédier un budget pour chacun des trains sur le continuous delivery pour l'année entière, donc pour l'année 2024. En plus de ces moyens, on peut maintenant compter aussi sur l'offre de services et de produits de notre train plateforme. Donc on s'est réorganisé, maintenant on a un train plateforme et qui propose des services, notamment l'équipe usine logicielle, qui va accompagner les équipes dans leur automatisation de leur pipeline, dans les outils autour de la qualité, etc. Et même qui va, ce train plateforme accompagne les équipes dans l'appropriation de ces nouveaux outils, ces nouvelles pratiques. On a eu aussi une opportunité, on utilisait Jenkins et on a eu des failles de sécurité sur Jenkins. Et ça a accéléré une migration vers GitLab, qui était déjà un outil qu'on avait choisi, qu'on avait commencé à la migration, mais ça allait assez lentement. Et cette faille de sécurité sur Jenkins a accéléré cette migration vers GitLab et on en a profité. Tant qu'à migrer nos pipelines, profitons-en pour les mettre un peu plus à l'état de l'art et mettre les bonnes pratiques autour du continuous delivery. On a aussi revu la manière de faire les accompagnements en coaching technique
Et on a construit un format d'accompagnement en immersion dans les équipes. On a pu aussi s'appuyer sur nos communautés de pratique, qui étaient des relais au sein de la DSI pour pouvoir diffuser les bonnes pratiques entre les équipes, entre les trains. Et on avait aussi besoin de continuer d'avoir des relais, et on a essayé de lancer une initiative, on reviendra dessus par la suite, de Motivation Mentor, qui permettait d'avoir des relais dans chacun des trains sur l'ensemble de ces pratiques. Ouais, avant de revenir sur ces Motivation Mentors, l'ambiance pendant cette période-là, et c'est surtout le ressenti qu'on a, c'est que l'envie réelle d'amélioration, elle émane pas pour l'instant des équipes, elle n'est pas portée par eux, ça reste le projet de Djena. Donc du coup, quand on parle de cette ambition et du fait qu'on va amener de l'aide dans les équipes, on a encore le côté si tu veux m'aider, c'est que tu considères que je suis pas bon, donc c'est un reproche. Et du coup, l'accueil est plutôt mitigé encore pendant toute cette période-là. Et Jean-Louis a dû pousser les portes un peu. Et pas qu'un peu. Donc je vous parlais d'un nouveau format de coaching technique. Donc on a mis un format de coaching en immersion dans les équipes. Donc c'est quoi l'immersion? C'est le fait de passer du temps avec l'équipe à faire avec elle pour justement l'accompagner dans l'apprentissage de nouvelles pratiques. Donc faire avec, c'est à hauteur d'une demi-journée jusqu'à un jour et demi par semaine, et ce sur un PI complet. Donc nous, on a des PI qui font un trimestre, ce qui nous permet, avec un tel accompagnement, aux équipes de faire un grand pas en avant. On veut qu'elles fassent un grand pas en avant, pas juste essayer de faire par elles-mêmes, par tâtonnement, et puis peut-être abandonner. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller le plus loin possible, faire ce grand pas, mais aussi de s'approprier ces pratiques mises en œuvre, que ce soit quelque chose qui soit durable, que ça reste vraiment dans la culture et les pratiques de l'équipe, et une fois l'accompagnement terminé, que ça perdure. On a eu différents besoins qui ont été adressés pendant ces coachings en immersion. Le premier, c'était le fait de pouvoir livrer plus rapidement, de façon plus efficiente, mais également d'améliorer la qualité de ce qu'on livrait. Donc là, c'est des sujets qui étaient plus autour de la manière dont on testait, la manière dont on validait tout ce qu'on livrait. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un gros sujet qui était autour du legacy. On en parlait tout à l'heure. À la SSM, on a beaucoup de legacy sur nos produits. Et finalement, on avait des équipes qui, avant de pouvoir accélérer et améliorer la qualité, elles avaient besoin de maîtriser leur logiciel. D'ailleurs, Jean-Louis, souviens-toi, la première équipe qui a tapé à ta porte, c'était mon équipe, l'équipe Smart. On s'est dit, c'est vraiment l'occasion d'avoir un coach rien qu'à nous. On n'a jamais vu ça, c'est le moment, il faut en profiter. Bon, non, plus sérieusement, en gros, on s'est dit, y a des compétences qu'on n'a pas avec cette réorganisation. Tout ce qui est la partie CI/CD, on ne l'a pas en interne. Ça permet d'avoir un coaching et de monter en compétences. Et plus que ça, c'est aussi d'avoir un regard neutre qui permet de bouger les lignes, aussi bien au sein de l'équipe qu'avec les interactions avec les autres équipes, puisque en termes de CI/CD, on avait beaucoup d'impact avec notre production, comme on est une application mobile sur le Play Store. Et donc vraiment top ce coaching. Donc on pourrait se dire, le coaching en immersion, c'est simple. Toutes les équipes sont comme celle de Benjamin. Mais la réalité est un peu différente. On s'est rendu compte que déclencher les premières immersions, les premiers coachings en immersion, c'était assez difficile. Il y avait plusieurs raisons. La première, c'est que les équipes avaient du mal à identifier les chantiers à mener et aussi comment les prioriser. L'autre difficulté, c'était de créer aussi la relation de confiance avec les équipes. C'est difficile d'arriver en tant que coach en disant « Salut, je vais passer une demi-journée à un jour et demi par semaine avec vous pendant un trimestre et on va faire des choses ensemble. » On avait besoin, avant de s'engager ensemble, à passer un peu plus de temps ensemble pour poser une relation de confiance. Donc pour répondre à ça, on a mis en place des ateliers qui nous ont permis de faire des diagnostics. Donc un format très court où en 2 jours, on était capable à la fois de faire l'état des lieux complet de toutes les pratiques et de ensuite déterminer quels étaient les chantiers et ainsi les prioriser. Ça permettait de passer déjà du temps avec le coach et ça permettait aussi de poser la relation de confiance. L'autre difficulté qu'on avait, c'est même une fois qu'on avait identifié tous ces chantiers, finalement les équipes elles avaient du mal à s'engager sur ces chantiers lors de leur PI. Donc pour ça, on a mis en place ce qu'on appelle un contrat de coaching. Donc le contrat de coaching, il a permis de clarifier à la fois la manière dont on travaillait ensemble, le périmètre, mais surtout au-delà du périmètre, quels étaient les objectifs, les ambitions
qu'on voulait atteindre avec les chantiers qu'on voulait mener. Et quels résultats on voulait atteindre, comment on allait mesurer ces résultats. Donc là, c'était beaucoup plus orienté sur la valeur qu'on allait avoir avec ces chantiers qu'on menait. Et donc ça a permis de plus facilement s'engager en PI parce que ça permettait de montrer la valeur qu'on attendait sur ces chantiers. Et le dernier point, on en avait déjà un petit peu parlé, des fois le management ne supportait pas forcément la démarche de coaching technique en immersion parce que c'était souvent vu comme quelque chose qui allait ralentir l'équipe. Moi, mon équipe, elle a besoin de délivrer, elle n'a pas le temps de travailler sur ces sujets techniques. Alors pour ça, on n'a pas eu de solution magique. Hein. On a fait les premiers, notamment avec Benjamin, les premiers accompagnements en immersion avec les équipes. Là, on était dans un environnement où on pouvait le faire plus facilement. Et ensuite, on a partagé ces expériences au sein de la DSI. Et progressivement, on a eu de plus en plus de managers qui ont eu confiance dans ce format et qui ont permis de mener d'autres coachings en immersion. Ouais, je vais vous parler maintenant d'une autre initiative, les Motivation Mentors. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? C'est tout simplement notre ambition d'avoir des véritables relais de la transformation. C'est pas uniquement distiller tout ce qui est les changements CD pipeline au sein des équipes, c'est aussi avoir une équipe qui va co-construire le modèle de demain et qui va le piloter. Donc comment on fait? On a fait un atelier où on a mis 10 personnes les plus motivées et on s'est dit on va construire sous le format produit quel est le rôle, quel est le mandat, la mission. Sorti de cet atelier, on a vraiment une équipe qui est motivée, prête à tout, prête à aller défendre son mandat auprès du DSI, puisque c'était un mandat qu'on voulait qui émane de cette équipe. Voilà. Et même, effectivement, c'est pas qu'auprès du DSI, ils étaient prêts à défendre ce mandat auprès de la direction générale. Donc on laisse un peu l'affaire se tasser. Malheureusement, ça a fait l'effet soufflé. On a essayé de réinjecter, mais ça n'est jamais vraiment reparti. Bon, tout n'est pas perdu, hein, parce qu'avec ce constat, avec les idées de mission, de roadmap qui ont été définies, on a pu alimenter notre nouveau rôle système architecte, qui va justement maintenant porter cet effort-là autour du CD pipeline et de l'amélioration continue. Alors tout ce qu'on vient de vous raconter jusque-là, ça nous amène jusqu'à juillet dernier. Donc du coup, quel est l'état des choses aujourd'hui à la SACEM? Comment on prévoit de maintenir cette initiative et quelles sont les problématiques qui nous restent à affronter pour les mois à venir? Alors peut-être ce qu'on peut dire déjà à ce stade, c'est que vraiment on a un engagement des équipes qui se fait tous les trimestres sur ces chantiers-là. Et en plus, on a des équipes qui ont atteint quand même de beaux résultats. On y reviendra un peu plus en détail. Sur les moyens. Ouais, en termes de moyens, on continue l'effort. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est encore dans la culture de base. Hein. Donc c'est pour ça que je vous parlais justement du Motivation Mentor et de cette initiative avortée. Là, on a officialisé les systèmes architectes. Plus que les officialiser, ils ont été poussés par le DSI et on les accompagne dans leur nouveau rôle. On a aussi déclenché le budget 2025 pour continuer cet effort de guerre, on peut le dire. Et puis, on va s'appuyer sur les communautés de pratique qui ont vraiment atteint cette maturité, qui va permettre d'accompagner les équipes, de reconstruire et de travailler sur le CD pipeline. Et on continue le coaching technique en immersion pour toutes les bonnes choses qu'on a énumérées tout à l'heure. Avec les systèmes architectes, et là je parle des gens qui portent ces rôles, derrière on est convaincu d'avoir les bonnes personnes pour tirer et porter ces sujets. Par contre, on a un vrai souci de gouvernance sur les sujets plutôt typés IT pour IT. Et notre conviction, c'est que la DSI a besoin d'avoir un lean portfolio pour piloter ces initiatives, comme le font déjà depuis 2 ans les lignes dites métiers à la SACEM. Mais ce portfolio, même si on milite depuis un petit moment, il a du mal à démarrer, donc il fait encore partie des douleurs pour le pilotage. Le dernier point, c'est la mesure. Et sur la mesure, on avait des objectifs sur les Forky Metrics, sur les indicateurs DORA. Donc, pour rappel, vous les avez là. Et dans un premier temps, il a déjà fallu aligner la DSI sur qu'est-ce que ça veut dire à la SACEM, comment on définit ces indicateurs, qu'on ait des mesures qui se ressemblent. Et même une fois qu'on a défini ça, on espérait pouvoir les automatiser. Alors pour de multiples raisons, et je ne vous les liste pas, aujourd'hui, ces mesures sont toujours consolidées à la main, donc autant dire manuel. Donc pénible à récupérer, donc bilan manuel peu fiable. Difficile à récupérer, peu de fréquence, donc souvent obsolète quand on y fait référence. Donc si on n'a pas de plus beau tableau que ça à vous montrer pour montrer que ça marche, comment on explique aux gens que ça marche? Alors peut-être les résultats majeurs effectivement que nous on a constatés. Le premier, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'engagement.
toutes les équipes qui s'engagent tous les trimestres à adresser des sujets d'amélioration sur le pipeline de continuous delivery. Et ça, c'est vraiment une grande victoire pour nous. C'était notre ambition initiale. On voit aussi que les équipes elles sont de plus en plus autonomes. Alors, elles mettent en place de nouvelles pratiques, de nouveaux outils, mais il reste quand même des dépendances à réduire encore aujourd'hui sur le run, par exemple. Des dépendances aussi vis-à-vis du train plateforme et sur des sujets tels que la supervision, par exemple. Il y a quand même des équipes qui ont atteint des résultats qui vont au-delà de leurs propres attentes. En fait, il y avait quand même pas mal d'équipes qui ne se sentaient pas forcément en capacité d'atteindre de tels résultats. Jean-Louis, tu nous partageras quelques exemples juste après. On a même des équipes vitrines qui déploient finalement des pratiques avancées aujourd'hui. Avec cette démarche, on a changé la dynamique. On n'est plus dans le syndrome du dos rond. On a des équipes qui acceptent de se faire aider et on a même des équipes qui viennent maintenant solliciter le coaching technique. Ça, c'est quand même impressionnant. Et un point qui est remonté par l'ensemble des équipes, qui est plutôt de l'ordre du qualitatif, c'est que toutes les équipes nous remontent aujourd'hui qu'elles sont quand même plus sereines à l'approche des mises en production. Et voilà, donc les MEP se passent vraiment avec moins de douleur aujourd'hui. Jean-Louis, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Alors, on essaye de vous donner quand même quelques chiffres. On a parlé de mesures, alors c'est difficile de mesurer. Mais alors, quelques chiffres. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des équipes, elles ont revu complètement leur pipeline de delivery et elles ont un chemin unique jusqu'à la production qui leur permet de livrer leurs produits. Ce n'était pas le cas avant. On a aussi la plupart des déploiements qui sont automatisés. On a de moins en moins d'étapes manuelles. Et surtout, on a moins de dépendance par rapport à ces déploiements. Avant, on avait des déploiements où on dépendait des équipes opérations pour pouvoir le faire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On parlait d'équipes qui sont allées au-delà de ce qu'elles pensaient faire en termes de pratique. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipes qui font par exemple du feature flag. Elles sont en capacité de livrer vraiment en continu. Et ça veut dire qu'on a des équipes qui livrent plusieurs fois par semaine, en production bien sûr, et qui activent leurs fonctionnalités une fois qu'elles sont à la fois terminées, validées, et qu'on est communiqué dessus, et parfois faites directement par le métier. On a aussi des équipes qui ont mis en place des pratiques, notamment le BDD, à travers des ateliers example mapping, pour améliorer la qualité de ce qu'ils livrent et commencer à faire du shift left sur leurs tests. Donc ça, on est autour de la qualité, et on a des équipes qui vont même beaucoup plus loin dans ces pratiques. C'est-à-dire qu'on a des équipes, par exemple, aujourd'hui, qui dirigent complètement leur développement par les comportements, en mettant en place des pratiques comme la TDD. Donc si on fait un bilan vraiment très macro de cette étape, c'est qu'on a aujourd'hui une base technique avec des pratiques qui sont suffisamment solides et qui ouvrent la voie finalement à nos futurs chantiers. Nos futurs chantiers qui sont par exemple la stratégie de test, automatisation des tests, gestion des environnements, démarche produit et j'en passe. Alors on aurait aimé venir avec toute la DSI pour qu'ils viennent un peu témoigner et faire leur verbatim. On n'a pas pu, on est quand même déjà venu à 4. Mais on va vous en partager quelques-uns. Alors, on a demandé aux équipes de partager un petit peu ce que ça leur a apporté, toutes ces pratiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu à la fois des verbatims des équipes de développement, côté DSI, mais aussi des verbatims par les équipes métiers, qui montraient que ça leur apportait aussi des choses côté métier. Ce qu'on se rend compte, c'est que ces verbatims, principalement, ils s'attaquent au point de douleur. On enlève les irritants des équipes. Donc les équipes sont satisfaites de ces pratiques et elles ont envie de continuer. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que ça leur permet de se rendre compte qu'elles peuvent aller beaucoup plus loin, qu'elles sont en capacité d'innover. Des choses qu'elles pensaient pas possibles pour elles, maintenant elles se rendent compte qu'elles sont possibles de le faire. Quelques exemples, on a des équipes qui avant mettaient plus d'une semaine à livrer et dans la douleur quelque chose en production. Maintenant elles sont capables de le faire en 30 minutes. On a des équipes qui, pour créer un nouvel environnement, parfois il fallait plusieurs semaines. Maintenant, en quelques heures, elles sont capables d'avoir cet environnement. Donc voilà quelques exemples. Alors tout ça, bien sûr, ça s'inscrit dans une démarche plus globale de transformation de notre DSI. On vous l'a dit, chapitre 1, c'était vraiment mettre en place ce nouveau cadre de travail, inspiré de SAFe. On a cadencé la DSI, on maîtrise ce qui rentre dans le pipeline. Chapitre 2, continuous delivery, on veut accélérer. Et alors, avec quoi vous devriez peut-être repartir aujourd'hui? Alors, on vous l'a dit, pas de potion magique, mais la recette qui nous a permis d'en arriver là, en tout cas, elle est résumée ici. Le soutien incontestable de notre DSI, des objectifs ambitieux, les moyens, c'est le nerf de la guerre, les sous, les moyens pour atteindre ces objectifs-là. On pense vraiment que l'électrochoc, le fait que ce soit une démarche globale avec toute la DSI, ça a vraiment rendu tout ça possible parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau, on n'a pas le choix, on y va.
Il faut faire preuve de patience. Voir les résultats, ça me prend beaucoup de temps. La mesure, on vous l'a dit, on a un axe d'amélioration très important sur cet axe, même si nous, on est convaincus que voilà, ça peut être en tout cas un levier pour s'améliorer. On a du mal à convaincre les équipes aujourd'hui. Tout ça avec de l'accompagnement, bien sûr, de l'équipe de transfo, du train plateforme, des coachs. Donc au global, on a réussi quand même à changer la dynamique, on a des équipes qui s'engagent et on a atteint un socle technique qui est un peu le tremplin pour la suite sur notre transformation. Merci à tous. On est friands de vos retours et n'hésitez pas si vous avez des questions.